L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est la préoccupation première des Français, le pouvoir d'achat. Les trois blocs parlementaires en campagne qui s'affrontent en font d'ailleurs l'élément principal de leur programme. Difficile alors d'y voir clair. Quels sont les besoins réels des ménages ? Qui sont les Français les plus impactés par l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation ? Comment y remédier ? À une semaine du premier tour des élections législatives, on parle pouvoir d'achat ce matin avec Daniel Verger. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio ce matin. Je vous présente, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris, responsable des questions de protection sociale à Caritas France. Le pouvoir d'achat, c'est l'un de vos objets d'études privilégiés. Daniel Verger, pourquoi le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des Français ? Alors effectivement, le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des Français. C'est même assez remarquable de constater que c'est le cas pour les électeurs des différents partis. En fait, c'est vraiment un sujet que l'on retrouve partout, très transversal. Probablement pour deux raisons majeures. C'est d'une part, on a eu quelques années là avec une forte inflation qui a beaucoup affecté les budgets, en particulier les budgets des personnes aux revenus modestes, notamment parce que ce sont des secteurs extrêmement importants qui ont été touchés par l'inflation prioritairement, c'est-à-dire l'alimentation en premier, plus de 20% de hausse sur 2 ans, donc c'est quand même assez considérable, et l'alimentation c'est évidemment essentiel, et puis aussi tout ce qui concerne l'énergie, qui a fortement augmenté avec un peu des yo-yo, mais qui quand même a très fortement augmenté, énergie et carburant également. Donc des secteurs importants dans un budget, ceci dans un contexte où plus globalement, depuis les dernières décennies, on a vu augmenter la part des dépenses contraintes, c'est-à-dire les dépenses qui sont déjà préengagées, on ne peut pas faire bouger d'un mois sur l'autre facilement. C'est en particulier la hausse de tout ce qui concerne le logement, les loyers, mais justement aussi l'énergie, qui fait qu'aujourd'hui, pour les ménages aux revenus modestes, c'est devenu une très forte difficulté. Les dépenses contraintes peuvent représenter pratiquement les 2/3 des ressources. C'est en tout cas ce qu'on constate dans les personnes reçues au Secours catholique. Et comment se répartissent justement ces dépenses dans le budget moyen ? Alors, dans un budget moyen, on a donc les dépenses contraintes qui sont souvent de l'ordre d'un tiers ou un peu plus, mais donc des 2/3 pour les revenus modestes. Ce qui veut dire qu'ensuite, il y a des choix à faire très conséquents dans ce qu'on appelle les ressources arbitrables. Donc celles sur lesquelles on peut faire des choix, et en fait dans ces ressources arbitrables, la dépense la plus importante c'est l'alimentation, donc qui est plus consommée et dépensée au jour le jour ou à la semaine, mais justement donc avec la période d'inflation que l'on a connue, ces dépenses d'inflation ont fortement augmenté. Elles représentent une petite part dans les revenus aisés, mais elles représentent la très grande majorité des dépenses arbitrables pour les revenus modestes. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons vu augmenter ces dernières années les demandes d'aide alimentaire très fortes. C'est le cas pour le Secours catholique, mais c'est aussi le cas pour d'autres associations. Et en fait, c'est tout à fait explicable puisque, on voit que au Secours catholique, en tout cas, le niveau de vie médian des personnes accueillies est de 538 €, ce qui est donc très peu. Et donc, une fois que l'on enlève les dépenses contraintes, il reste presque rien pour le reste des dépenses. Et donc, c'est pourquoi, en fait, il est nécessaire de faire appel à l'aide alimentaire quand on a très peu de revenus. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette aide alimentaire a très fortement augmenté, la demande d'aide alimentaire. Et est-ce qu'il existe également, pour continuer dans cette radiographie un peu du pouvoir d'achat, s'il existe des disparités géographiques au niveau du pouvoir d'achat entre les ménages en France ? Alors, il existe surtout des disparités sur le plan de la composition du budget. En effet, quand on est à la campagne, on a besoin d'une voiture, donc les dépenses de carburant augmentent.
contre, on a souvent moins de dépenses de loyer. Euh, et donc tous les enjeux de mobilité, tous les enjeux liés à la voiture sont par contre beaucoup plus forts. Et ça, c'est une contrainte très forte et c'est souvent une déception pour des ménages qui, par exemple, ont quitté la ville pour aller à la campagne, de voir qu'en réalité, leur budget ne s'est pas beaucoup amélioré puisque ce qu'ils ont gagné au niveau du logement, souvent, ils le reperdent en fait par le biais de la mobilité, des dépenses de transport. Mmh. Quels sont les besoins, concrètement aujourd'hui en matière de pouvoir d'achat? Pour les plus précaires, mais aussi pour une partie des ménages de classe moyenne, j'imagine? Alors, en tout cas, effectivement, cet enjeu de pouvoir d'achat, il concerne bien sûr les plus précaires, mais il concerne aussi les classes moyennes, ou en tout cas les classes populaires qui ont du mal à aller jusqu'au bout du mois sans faire des choix de contraintes importantes, c'est-à-dire de ne pas réparer justement une voiture ou une machine à laver euh, qui a des difficultés, retarder des achats essentiels, et ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Donc, au niveau de Caritas, du Secours catholique, on demande en premier de faire en sorte que on augmente les minima sociaux, en particulier le RSA. L'ensemble des minima sociaux sont à augmenter pour atteindre, si possible, le seuil de pauvreté, ou en tout cas s'en rapprocher. Mais c'est particulièrement vrai pour le RSA qui n'a pas été euh, augmenté autant que l'inflation ces dernières années et qui a, sur la longue durée, baissé en proportion du SMIC. Il était à 50% du SMIC au moment de sa création et puis il est maintenant autour de 40%. Donc il y a là un vrai enjeu qui peut se faire par étapes, bien sûr, mais qui est nécessaire. Et au minimum, on demande à indexer les minima sur le RS, sur le SMIC, parce que ça permet de mieux suivre l'inflation. Euh, mais vous avez raison, il ne faut pas se contenter des minima sociaux et il est important aussi de travailler sur le fait que les personnes qui ont un travail puissent vivre décemment de leur travail et c'est un enjeu aujourd'hui. Donc ça passe sans doute par des renégociations au niveau des entreprises, le fait que le SMIC puisse être augmenté et aussi plus globalement que l'on prenne mieux en compte les contraintes pesant sur les emplois précaires ou les emplois à temps partiel, par exemple en intégrant mieux dans les rémunérations le temps de travail. Je pense en particulier aux femmes qui sont amenées à être dans l'aide à domicile et qui souvent voient que leur temps de transport d'une personne à une autre n'est pas pris en compte. Mmh. On comprend, le pouvoir d'achat est aujourd'hui une nécessité sociale. Les politiques publiques, doivent-elles être revues en la matière? Eh bien, elles doivent en tout cas prendre en compte cet enjeu, très clairement, sous deux angles, hein. Donc, d'une part, en ayant une politique plus positive vis-à-vis des personnes hors emploi, euh, qui en cherchent mais qui n'en trouvent pas, ou qui, pour des raisons de santé aussi, sont amenées à être en situation de hors emploi pendant plus longtemps. Donc, en assurant ces conditions quand même convenables d'existence que demande la Constitution française dans son préambule et qui aujourd'hui n'est plus assurée par le RSA. Donc il y a un vrai enjeu là à avoir une politique plus positive et qui ne soit pas conditionnée à tout un tas de conditions problématiques comme des heures d'activité à faire pour avoir accès au RSA par exemple, mais plutôt d'être dans une démarche d'accompagnement vers l'emploi ou d'accompagnement vers des formations, mais un accompagnement positif et bienveillant. Et puis effectivement de reprendre cette question des métiers mal rémunérés, au point qu'ils peuvent avoir des difficultés pour certains à de turnover et donc d'avoir souvent à remplacer des personnes, de faire en sorte qu'on ait pas trop de CDD, de pousser à avoir des contrats plus longs et donc de favoriser l'allongement des contrats et puis d'avoir des négociations qui puissent être mises en place pour qu'il y ait une hausse des bas salaires autour du SMIC
et de façon à toucher aussi tous les ménages qui ont des revenus trop modestes pour être à l'aise. Alors, il ne s'agit pas d'appeler à une surconsommation, mais au moins C'est de ça. faire en sorte que la fin du mois ne soit pas trop difficile. Vous anticipez sur la question que j'allais vous poser. Doit-on pour autant tout miser sur la consommation? Parce que la revalorisation du pouvoir d'achat est avant tout pour permettre de davantage consommer pour les ménages. Est-ce qu'on doit tout miser dessus? Alors non, c'est une très bonne question, hein. On ne doit pas tout miser dessus. On doit faire en sorte quand même que le fait de pouvoir se nourrir ne soit pas un problème, que le fait de pouvoir se loger soit possible. Et ça passe aussi par une politique de reconstruction et de réhabilitation de logements, en particulier de logements très sociaux. Mais notamment dans une réflexion chrétienne, hein, l'important, c'est aussi les relations que l'on peut bâtir, c'est de ne pas être isolé. Euh, Nous faisons partie d'une vaste alliance qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, qui rassemble des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des syndicats, des mutuelles. Et c'est très significatif que le terme choisi soit le pouvoir de vivre et non pas le pouvoir d'achat, car c'est un ensemble qui fait qu'on peut se sentir bien dans une société. Et cet ensemble comprend aussi des relations positives avec ses voisins, le fait d'être pas isolé, d'avoir des lieux de fraternité et d'entraide que nous essayons de construire et de faire vivre au Secours catholique, mais aussi dans toutes les associations, hein. C'est un élément extrêmement important. Et c'est sans doute essentiel de pouvoir aussi développer cette convivialité qui permet de se sentir bien dans une société, faire baisser aussi la méfiance que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Et à vrai dire, les injonctions liées au Covid nous ont probablement un peu éloignés les uns des autres. Et donc, il y a un vrai enjeu là à se rapprocher les uns des autres et à faire fraternité, à faire communauté. Euh, c'est vraiment aussi important pour une société qui fonctionne bien. Et en quelques mots, Daniel Verger, une question un peu plus tournée vers l'économie, mais on entend beaucoup, notamment la Commission européenne qui a épinglé la France la semaine dernière pour un déficit public toujours plus important, toujours trop important, on en entend souvent parler. Est-ce qu'une hausse du pouvoir d'achat est possible dans ce contexte budgétaire, pardon? Alors c'est effectivement une tension, hein, parce que de nouvelles dépenses peuvent être compliquées. Mais il faut quand même bien voir que ce qui relève des minima sociaux fait effectivement partie des dépenses publiques. Par contre, ce qui relève de la hausse des salaires, là l'enjeu, puisque c'est un peu aussi une politique qui peut relancer de la consommation, comme on l'évoquait, qui peut donc favoriser la croissance, donc des cotisations sociales et donc une forme de relance. Là, l'enjeu, c'est plutôt la tension entre pouvoir ainsi permettre de relever le pouvoir d'achat des ménages, en particulier aux revenus modestes, sans mettre en danger la bonne santé des entreprises. D'où le fait que ce soit discuté et négocié avec les syndicats d'employeurs. Il peut y avoir évidemment de la pression des pouvoirs publics, en particulier en décidant de relever le SMIC, mais il y a évidemment un équilibre à trouver pour faire en sorte que ça puisse être compatible avec une politique favorable à l'emploi et une politique, disons, de soutien aux entreprises qui a été quand même beaucoup menée ces dernières années, et donc qui peut sans doute quand même avoir aujourd'hui des marges, en tout cas pour beaucoup d'entreprises. Que tout le monde y prenne sa part. En tout cas, merci beaucoup Exactement. Daniel Verger pour cet éclairage sur les besoins en matière de pouvoir d'achat à la lumière de votre regard chrétien et de celui de Caritas, car je rappelle, vous êtes notamment responsable des questions de protection sociale à Caritas France. Encore merci Daniel Verger et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi.